Salut à toutes et à toutes, c'est Redon. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé comme ça derrière une caméra. C'était même depuis maintenant 2 ans, je crois bien, avec les dernières présentations des petites musiques que je faisais à l'époque. Mais tout ça, c'est passé. On va commencer à rentrer vif dans le sujet. Ça fait maintenant, depuis 3 ans que j'ai sorti Prestigious et j'avais envie de refaire un peu une remise à niveau. Faire un mix assez propre, assez clean, quelque chose qui soit vraiment au goût du jour et qui montre un peu aussi mon évolution depuis que j'ai sorti Prestigious. Et c'était un gros travail de fond, c'était très compliqué. Il y a eu plusieurs versions, puisqu'en 2019, j'avais refait une nouvelle version. En 2019-2020, j'avais fait une nouvelle version, justement pour un tremplin, et c'était très compliqué. Donc j'ai essayé de repartir à zéro. Donc là, j'ai load un projet qu'on va voir tout de suite. Et on va essayer de voir un peu ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué, et un peu les choses que j'utilisais à l'époque pour du mastering ou du mixage, et que j'utilise maintenant. J'ai déjà regardé les deux projets totalement différents. Après, on va faire une petite comparaison aussi à l'oreille, et je pense que pour avoir écouté à l'oreille, ça s'entend vraiment la différence entre les deux. Donc, on va essayer de voir ça tout de suite. On enchaîne. C'était une longue introduction pour présenter la vidéo. C'est la première soirée dans le studio, il y en aura d'autres. Le but vraiment de Redon Studio, c'est de séparer un peu le côté dans le studio et le côté musical, où vraiment sur Redon, je publierai autant des sons de Mogwai, c'est-à-dire tout ce qui est type beat, trap, hip-hop, mais aussi mes prods personnels. Et puis sur Redon Studio, on s'amusera des fois à parler un peu des prods comme on le fait là, et des sujets un peu qui m'intéressent tous autour de la musique. Voilà. Introduction assez longue, ça fait maintenant 2 minutes et demie. On passe tout de suite, petite transition éclair, voilà, sur la prod. Je mets le casque, sinon c'est con de commenter sans le casque. Et puis on est parti. Voilà, là on est sur la première version de Prestigious. Il y avait des couleurs dans tous les sens. Je m'étais amusé un peu à colorer tout pour bien séparer. Et voilà. Alors, au niveau des layers, des layering, non, mais au niveau des automations, il y a beaucoup d'automations sur le Sausage Fetner, parce que justement, je trouvais ça intéressant. C'était à l'époque où justement je découvrais le Sausage, et je trouvais que lui donner des automations, ça permettait de donner un peu plus de couleur à certains moments. C'était et je trouvais ça super intéressant. Il y avait des automations de volume, parce que des fois il y avait des instruments que je rejouais, que ce soit dans le break ou dans le drop, et du coup il fallait que j'y rajuste les volumes. Il y a aussi du pluck, il y a des filtres, des Q par exemple, mais on va s'écouter ça. Du coup on va juste écouter à chaque fois le build-up, le drop. Il n'y a pas besoin d'écouter les premières parties. Donc pour le build-up ça donne ça. Voilà, ça c'était pour le build-up. Et justement, en fait, ce qu'on va voir, je vais pas vraiment voir comment j'ai construit la prod. Si vraiment vous avez une vidéo sur comment j'ai construit la prod, n'hésitez pas à mettre un commentaire et me suivre du coup sur la chaîne Redon Studio désormais, pour justement parler un peu de comment j'ai construit la prod, les différents éléments que j'ai pu incorporer, que ce soit le lead, que ce soit la bass drop, le pluck. Mais là, ce qu'on va plutôt voir, en fait, c'est l'aspect mixage, du coup, effet. Déjà, on peut voir que beaucoup de personnes me disent « mais tu mixes pas à 6 dB », et c'est vrai que je mixais pas à 6 dB, c'est-à-dire que j'incorporais tout directement. Et puis derrière, je baissais les volumes, et je me fixais pas du tout à 6 dB. Et là, par exemple, pour le kick, j'ai un DSR, split band. Normalement un DSR c'est fait pour enlever les S dans un vocal, dans un acapella. Du coup je sais pas du tout pourquoi j'ai mis ça, j'ai trouvé ça stylé sûrement à l'époque, et du coup je l'ai mis, pas savoir pourquoi.
J'ai mis une petite reverb sur un EQ. J'ai pas le visuel, ça me perturbe. Ça permet, pour moi, je trouvais que ça permettait de trouver peut-être plus d'ampleur. Je sais pas ce que j'avais décidé à l'époque. Mais ça faisait un rythme un peu comme ça. J'avais augmenté les basses, un peu les fréquences au niveau des 2800 Hz, justement pour que le kick ait un peu plus d'impact. Et j'avais rajouté en plus de ça un peu plus de reverb pour que ça sonne vraiment, que ça a un impact et que ça résonne. Ce qui est totalement dégueulasse. En plus, vous voyez là, j'ai juste sélectionné le kick et on peut voir que il y a les claps, les rides qui sont derrière, qui sonnent. Vraiment, c'était mixé à l'arrache. À l'époque, je savais pas mixer les sons. Et du coup, c'est pas ouf du tout. Normalement, quand tu essayes de bien mixer, tu essayes de vraiment mettre chaque sample sur un track, sur un mixeur, pour justement l'équilibrer par rapport au son et faire que ça donne quelque chose de propre. Et justement, après, quand tu es là, tu puisses sélectionner en fait tes tracks sans qu'il y ait non plus de problème. Là pareil, un reverb pour faire un peu plus, donner un peu plus de résonance et d'ampleur au son et faire en sorte que vraiment ça puisse donner un peu plus de fond et vraiment pas que ça soit que centré sur l'image, enfin centré sur le centre. Le petit kickstart, là du coup c'est je l'utilise tout le temps, mais en gros c'est vraiment la chose que j'utilise à chaque fois en fait, c'est l'effet, nos petites automations. Et à chaque fois j'utilise pour justement passer des basses fréquences aux hautes fréquences, une sorte de filtre en fait. Soit un filtre bas, soit un filtre basse vers les hautes fréquences, soit vers les hautes vers les basses fréquences. Mais en tout cas, moi je trouve qu'à chaque fois ça fait le taf, ça donne un bon effet. Et je l'avais mis là 2 fois. Et voilà. Pour le mixage en fait sur celui-ci, il est assez simple. Il n'y a pas trop d'éléments que j'avais mixé. Il y a juste mixé en fait le kick, le lead principal. Ça c'est des cordes, ce que j'avais rajouté. La basse un peu plus grave. Là ça plus une basse lead en fait. Et là une basse. Et là j'ai un sub qui au final limite se confond avec l'autre. Et là on a le piano qui se rajoute. Et l'ensemble ça donne ça. Mais derrière on entend vraiment derrière le bruit de fond et le grésillement. Et ça c'était vraiment infect à écouter. Et en fait même sur le mastering, là j'ai essayé un peu de toucher à 2-3 trucs. Mais je me souviens plus trop de ce que j'ai fait là-dessus. Mais au final il y a pas grand chose. Là il y a vraiment... une petite baisse au niveau des basses fréquences, au niveau des hautes fréquences. Là, il y a le Edison parce que je crois que j'avais tenté de faire un reverse peut-être quelque part. Enfin, en tout cas, j'avais je sais même pas à quoi il sert. En tout cas, il est désactivé. Et c'est tout. C'est-à-dire que actuellement, quand je mixe une prod ou quand derrière, j'essaie de faire un mastering parce que l'étape du mastering est assez compliquée encore. Je suis encore en phase d'apprentissage et ça qui est intéressant, c'est de voir aussi comment faire un peu une rétrospective sur comment j'ai pu évoluer. Aujourd'hui le master, le bus du master, je le complète avec beaucoup d'éléments, dont Ozone 9, même si c'est vrai que c'est souvent critiqué, je trouve que ça fait le taf, j'ajoute quand même un petit peu de trucs grâce à Ozone 9, qui permet de quand même rendre une musique un peu plus qualitative, et on va le voir ça tout de suite, avec la version justement de cette année, qui est version 2020, et je pense que vous avez pu voir du coup, il y a la version comparaison. Déjà, on entre, j'ai résidence Prestigious Progressive House, et déjà, on peut juste le voir, c'est sur le master, il y a un Gullfoss, un Camel Crusher, The Glue, un filtre, un Tonal Balance Control, ça je l'utilise à chaque fois pour savoir si je suis quand même bien dans les balances qui s'écoutent. Voilà, comment celle-ci sonne. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va juste s'écouter. Alors là c'est beaucoup plus retrait. Je me suis amusé à tout colorer. Là j'en pouvais plus. J'ai carrément give up la fin. Donc en fait voilà, c'est en surface c'est super, mais en profondeur c'est moche. Encore tout ça. Mais bon après c'est parce que surtout que cela je savais pas du tout ce que c'était.
Cela, je savais du coup à quoi c'était relié, mais avant c'était pas subvolume, c'était juste volume insert 10, tu vois, c'était juste des chiffres, et ça c'est hyper important, c'est savoir aussi, quand tu fais des automations, quelle automation est reliée à quoi. Parce que du coup j'ai repris le projet, et pendant 1 heure j'ai tout retrié, voire 2, j'ai tout retrié, renommé tout, parce que justement je ne savais pas à quoi servait telle ou telle automation. C'était cette parenthèse pour juste vous dire au final, rangez vos prods. C'est-à-dire que même si c'est chiant, au final, c'est du gain de temps pour après. C'est-à-dire que les minutes que tu vas avoir gagnées en rangeant ta prod, ou en renommant par exemple ton volume 1 qui s'appelait juste volume 1 en volume du piano, c'est du temps que tu gagnes pour plus tard, parce que quand tu te retrouves à ouvrir un prod genre le lendemain, même le lendemain des fois tu ouvres des prods et t'es en mode ça sert à quoi ça? Donc voilà, passons au build-up. Ok, du coup là c'était le drop, j'ai fait avoir un peu du coup, j'ai pas eu le temps de faire voir, on va passer là tout de suite. Sur le mixage, bon en fait sur le drop assez classique, c'est juste un build-up, vous avez la mélodie au piano, le pluck et la bass lead, et derrière on a toujours cet effet en fait de filtre qui va passer des basses fréquences, enfin qui va filtrer à partir des basses fréquences, qui va monter jusqu'aux hautes fréquences pour assez monter, puisque du coup la mélodie est quand même citée dans les hautes fréquences, et passer sur quelque chose de beaucoup plus, qui s'ouvre de plus en plus, et du coup qui amène du coup au drop. On peut l'entendre, c'est beaucoup plus aéré, enfin moi je trouve ça beaucoup plus aéré, et il y a beaucoup plus de clarté dans le son que tout à l'heure, où vraiment on était sur quelque chose où il y avait du grésillement. Là on a moins l'effet de grésillement. On peut aussi entendre à l'oreille quelques effets, c'est-à-dire que déjà il y a l'effet un peu du volume, c'est-à-dire que sur le drop j'augmente, je crois que je passe de combien on passe? On passe de 0,775 à 8, ce qui est pas beaucoup en soi sur le volume, mais ça permet de quand même faire ressentir une différence au drop, de un peu plus donner d'impact au drop. Et quelque chose que j'ai appris grâce à Chrono Music, et je vous conseille d'ailleurs à regarder un peu les tutos de Chrono Music, c'est justement lors d'un master faire une sorte de stéréo. C'est-à-dire soit tu stéréoises ton son, soit tu vas l'écarter, soit tu le mono, c'est-à-dire que tu le rends en mono. Avec l'automation c'est un peu plus imagé, c'est-à-dire que là on a le mono en haut, on a le stéréo en bas, et on a du coup une petite automation qui va augmenter vers le mono, mais pas jusqu'au bout, parce que... Attention le micro. Mais pas jusqu'au bout, parce que justement, si ça augmente jusqu'au bout, après ça va être à l'oreille pas inaudible, mais on va vraiment quelque chose de trop centré, et ça va pas donner l'effet qu'on veut. Donc du coup, on augmente un petit peu vers le mono, c'est-à-dire que notre prod va plus centrer à l'oreille, et ensuite on repart sur une situation normale où on remet la prod, c'est-à-dire stéréo, enfin on la remet en stéréo normal. Donc ça c'est pour le build-up. Du coup là on a le ride, on a un kick en plus, on a 3 kicks au final en fait sur le truc, sur le drop, on a aussi le clap, et tout est rangé, c'est-à-dire que tout est rangé dans le master. Je suis parti de 6 dB et après j'ai augmenté plus ou moins selon l'apport que je trouvais nécessaire qu'il devait apporter au drop, et au final ça rend quelque chose que je trouve plutôt cohérent. Sur le kick, alors c'est clair, je me fais pas chier, on me l'a déjà dit, c'est que je mets tout en mono. Sur un kick pour moi ça va être central, et la meilleure façon d'être central c'est de le mettre directement en mono, parce qu'au moins il restera en mono, et peu importe la façon dont tu vas le mixer derrière, au moins tu as son ressenti au mono. D'ailleurs il faut mixer au mono, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire, mais c'est très important, ça permet justement de savoir si ton appareil est compatible sur des appareils aussi qui diffusent en mono, et de voir aussi, de percevoir des choses qu'on ne peut pas percevoir justement en stéréo, parce que des fois le stéréo, le fait d'avoir vraiment quelque chose d'élargi, permet des fois de confondre quelque chose ou même une erreur.
Mon explication était très à l'arrache. Je ferai une vidéo si vous voulez comment un peu voir quel tuto aussi suivre ou quel producteur suivre pour essayer de prendre des formations. N'hésitez pas, pareil, dans les commentaires. Je suis pas le meilleur en production. Et j'essaie juste de montrer là vraiment comment on est passé de Prestigious 2018 à Prestigious 2021 et ce que j'ai un peu appris entre temps. Sur le piano, du coup, on a vraiment beaucoup plus de choses. Il y a toujours les effets de délai, mais par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est vraiment sur le drop. Sur le drop, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus clair. Du coup, je viens de me rendre compte que ma caméra vient de me lâcher. Après, très clairement, c'est la première fois que j'essaye avec la caméra. Et ça a tenu 3/4 d'heure. C'est plutôt pas mal en vrai. C'est la première. Du coup, la caméra est là. Parce que du coup, je suis sur ma webcam. La qualité est pas ouf du tout. Mais justement, le but, c'est de grow up et de trouver des setups de plus en plus qualitatifs. Pour pouvoir faire des vidéos justement avec tout ça en bonne qualité, on espère. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais parler un petit peu, c'est justement ce que je pouvais apporter, ce que j'avais apporté en tout cas, dans cette version au niveau du lead. Donc on a le lead principal qui est ici. Donc on sent déjà que le lead n'a pas la même présence et non plus, avant il était beaucoup plus grésillant, que là il est vraiment beaucoup plus clair. Si on l'écoute sans, on a quand on l'écoute on a déjà, on a l'impression qu'il est en double avec une basse, beaucoup plus grave. Et il y a cet effet aussi un peu plus... dans les hautes fréquences où il y a vraiment du bruit blanc qui s'installe et qui est un peu désagréable à l'oreille. Donc du coup on a mis, du coup j'ai gardé cette enveloppe et ce EQ qui part un peu en live, mais par contre j'ai vraiment coupé les hautes et les basses fréquences de façon assez nette pour justement que les basses fréquences ne passent plus. J'ai gardé ma reverb pour qu'elle ait un peu plus de présence et de profondeur. J'ai toujours ce load max parce que justement je trouve, ça donne un peu plus de puissance au final. Et là on repasse en fait derrière, et là c'est vraiment là où je suis repassé moi derrière faire un mix. C'est vraiment là je coupe le fréquence accent 84 et je coupe au-dessus de 17004 fréquences pour justement enlever les hautes et les basses fréquences que par exemple la reverb a pu installer ou le load max a pu installer. Ensuite on est sur un Fruity Shaper. Alors, le but du Fruity Shaper, c'est vraiment de stéréoriser, de spatialiser en fait le sample. Je sais pas si on va vraiment entendre si je fais un avant-après. Je sais pas si on entend la différence, mais sans, on a vraiment le son qui est vraiment au centre. Et avec, le son est un peu plus à gauche de notre oreille, mais en même temps se diffuse un peu plus à droite. C'est le but en fait justement du Stereo Shaper, c'est de pouvoir diffuser le son de façon optimale. Voilà. Moi j'utilise le Stereo Shaper pour vraiment spatialiser mon son. Donc voilà, c'est pas grand chose au niveau de ce que j'ai fait, mais pour moi c'est amplement suffisant pour donner un peu plus d'espace à mon son, qui puisse un peu prendre plus les côtés. Ensuite on a la basse, enfin là c'est plutôt les chords que j'ai un peu du coup mis à gauche. On est pareil, là on a de la reverb, de l'allmax, le sidechain. D'ailleurs le sidechain, je viens de penser, il est au milieu de tout alors qu'il devrait être en dernier. Bref, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave. On a le sausage fattener, on a là l'EQ où justement j'augmente un peu plus les hautes fréquences et les médiums, un peu les basses aussi. Parce que je trouve que ce chord c'est vraiment un mélange de hautes, basses et fréquences, donc comme des chords au final. Donc par exemple ici c'est vraiment pour laisser la présence du kick. Et ici plus aussi laisser l'espace du coup à notre plugin, enfin notre plug drop qui est juste ici, du coup notre lead.
Parce que justement, en baissant les fréquences de certains samples, par exemple, si on enlève les fréquences des basses à certaines hauteurs, c'est justement pour que le kick ait plus de place. Des fois, on va avoir ce qu'on appelle un conflit de fréquences, et justement, en baissant les fréquences là où celle-ci est la plus forte, par exemple, un kick en général, il est très très fort au niveau des 40-50 Hz. Donc du coup, en général, par exemple, dans cette basse, pour qu'on évite le conflit de fréquences, on va arriver ici, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai pas fait du tout. Mais ce qu'on peut faire, je voulais donner un exemple, mais ça n'a pas été fait du tout. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les fréquences à 50 Hz. Et c'est pour ça aussi qu'on coupe les fréquences sur par exemple celui-ci. Parce que lui, il n'a aucunement besoin de justement donner des basses fréquences. Parce qu'il faut laisser les basses fréquences à la base pour qu'elles puissent s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on va couper les basses fréquences sur certains, ou on va même baisser les hautes fréquences sur par exemple un kick ou une basse, pour justement que le lead ou le pluck ait beaucoup plus de place, ou même l'instrument, par exemple un piano, ait beaucoup plus de place dans les aigus, et que ça ne confonde pas et que ça fasse l'effet qu'on avait en fait dans la première version, qui du coup ça donne un effet de grésillement parce que les fréquences se confondent, et du coup ça donne pas rendu très très joli, comme on peut dire. Là on a le kickstart, on a pareil ici, vous voyez, on coupe justement les basses fréquences, on coupe les hautes fréquences, on coupe les basses fréquences, parce qu'ici il n'y a rien. C'est-à-dire que ici il n'y a rien, et ici il n'y a que du grésillement, donc du coup on coupe. Et ici vous voyez, pareil, pour laisser de la place, on enlève, et là on rajoute un petit peu là où il y a un peu plus de présence. C'est vraiment le principal quand tu essayes de mixer une prod, parce que c'est vraiment là où tu vas du coup couper des fréquences, régler les volumes, donner plus ou moins d'espace à un instrument, et non plus aussi éviter que tu aies des fréquences et des choses qui se confondent. Par exemple, si on enlève tous les effets, voilà, on n'a pas le même effet. Par exemple, la basse a aucun effet. Par contre, on ajoute les effets, on donne une présence beaucoup plus forte à la basse. Même si c'est vrai que, après réflexion, on pourrait encore plus lui donner d'espace. Là, on a vraiment les basses qui sont présentes, alors que sans les effets, on n'a rien. Et c'est justement les effets qu'on va apporter derrière. Le fait de justement couper les basses fréquences pour que la fréquence, que la basse qui donne possiblement des fréquences au-dessus du coup de... Là on a combien là, de 2500 Hz, soit coupée, parce que on va plutôt les préférer que le plug le donne. On va augmenter un peu les basses ici. Ensuite la reverb, ça va donner beaucoup plus de présence. Le Camel Crusher qui va donner avec le compresseur beaucoup plus de présence. Le mieux c'est de l'écouter. Mais là on a une basse assez renfermée qui au final est présente, mais qui donne aussi un aspect très sub. Alors que là on a quelque chose de beaucoup plus ouvert, une basse qui va beaucoup plus s'ouvrir justement grâce au compresseur. Et la couleur du Camel Crusher, ça donne une couleur du coup à la basse, et moi ça me plaît beaucoup. Le Camel Crusher c'est un outil que j'utilise énormément, parce que justement la couleur qu'elle importe aux basses quand j'utilise est celle qui me correspond le mieux. Alors justement il y a des paramètres, et on pourra encore faire des vidéos dessus. Derrière on a Loud Max pour donner un peu plus de puissance. Et du coup on a encore une fois une baisse au niveau des 10 Hz, parce qu'on entend rien. Enfin moi j'entends rien, vous je sais pas, mais... Et là voilà, toutes les fréquences, c'est ce que je parlais tout à l'heure, toutes les hautes fréquences, c'est des hautes fréquences qui au final ne sont pas utiles à la basse. Donc du coup c'est des fréquences qui vont nuire à quelque chose qui pourrait nous être utile, dont du coup ce lead qui est un peu plus aigu et un peu plus dans les hautes fréquences. Assez complexe à expliquer, mais au final le résultat il est là. Avec le résultat on a un drop beaucoup plus clair, beaucoup plus travaillé, qui n'est pas parfait certes, mais en tout cas on a un lead qui est beaucoup plus aéré par rapport à l'autre qui était beaucoup plus renfermé sur lui-même et qui grésillait énormément à l'oreille. Sur le master, du coup sur le master de la première version, j'en avais pas.
Généralement, quand je commence un master, j'essaye de prendre un tonal balance control pour savoir un peu si je suis vraiment dans les normes. Le tonal balance control, vraiment en fait, c'est juste une sorte de contrôleur qui va vérifier si oui ou non votre morceau est dans les normes. Alors, et de voir si sa prod, elle a un manque ou non. Et par rapport à ça, on va retravailler. Par exemple, s'il n'y a pas assez de basse, on va travailler sur les éléments justement qui apportent à la basse pour voir les augmenter, les retravailler et justement qui rentrent dans la norme. Et pareil sur les hautes ou les basses fréquences, si on a trop de hautes fréquences, on va les retravailler ces hautes fréquences, les baisser et justement les ajuster pour éviter justement qu'on sorte de la norme après ces différentes courbes et qui se ressemblent qui sont assez similaires au final, mais ça donne quand même une image de est-ce qu'on apporte bien aussi les bonnes fréquences au notre morceau et savoir aussi si on n'est pas totalement dans le flou dans notre ça m'a perturbé mon casque dans notre mixage. Donc après que ça c'est vérifié, moi j'apporte toujours un Gullfoss que j'aime beaucoup. Alors je coupe un peu, je fais en sorte qu'il n'apporte rien à 45 Hz, parce que justement c'est les basses fréquences, et pour moi ça sert à rien qu'il apporte quelque chose dans les basses fréquences. Je pourrais faire la même chose dans les hautes fréquences, mais je l'ai pas fait. Voilà. Du coup on va couper les effets. Donc du coup avec ça donne ça. Et là ça donne ça. Donc moi ce que j'aime bien dans le Gullfoss, c'est que le Gullfoss va justement donner un peu plus d'aération à la production et va combler les fréquences qu'il juge lui-même. Alors je ne le connais pas par cœur, et si vous voulez, il y a la machine à mixer pardon, qui en fait une vidéo très très explicative et qui essaye justement ce Gullfoss, et ça permet justement de bien comprendre le procédé de ce logiciel. Donc n'hésitez pas sur YouTube à chercher la machine à mixer, le Gullfoss. Comme ça vous pouvez vraiment comprendre ce logiciel. Moi de ce que j'ai compris en tout cas, c'est vraiment donner de la clarté au niveau de certaines fréquences et justement apporter des fréquences que le morceau n'apporterait pas selon ses puissances de calcul. Donc pour moi ça donne vraiment déjà sur le morceau plus de clarté, ça donne un peu plus des milieux, des mids, parce que c'est vrai que quand on écoute la prod il y a beaucoup de basses et beaucoup de hautes fréquences, mais on n'a pas vraiment de fréquences du milieu, donc ça permet de les apporter. Ensuite on a un Camel Crusher qui lui va juste servir de compresseur, c'est-à-dire que je l'ai juste utilisé dans le but de compresser le son et de faire quelque chose beaucoup plus crunchy à l'oreille, mais qui donne vraiment, qui permet aussi de tout établir sous un même niveau, c'est-à-dire que même si on mixe, qu'il n'y a pas un élément au final qui soit plus fort que l'autre, puisqu'un compresseur va permettre de établir le son à la même hauteur. Pareil, si vous voulez on peut faire une vidéo sur les compresseurs, ça serait super intéressant, même si j'ai du mal moi personnellement aussi à travailler dessus, mais il y a des très bonnes vidéos encore qui en parlent. Le but vraiment du master, c'est pas vraiment de pimper la prod, c'est-à-dire que la prod, avec le master, tu vas lui donner 2-3 effets, tu vas lui donner des choses, une caractéristique qu'elle n'avait pas forcément au mixage, mais une bonne prod, c'est une prod que tu peux sortir déjà mixée par exemple. C'est pour moi, quand t'as fait un bon mixage, t'as pas forcément besoin d'apporter plus de choses au mastering. Le mastering c'est vraiment beaucoup plus dans les détails, vraiment chercher dans les petits détails qui pourraient faire la différence. Et un mastering ça fait vraiment la différence, mais ça peut tomber quelque chose où tu peux mettre en avant ta prod, ou alors totalement l'inverse, la gâcher, et c'est une épreuve très compliquée. C'est une étape très compliquée. Mais si le mixage est pourri, ton master ne fera que mettre en avant ce qui est pourri au final. Et dans beaucoup de vidéos au final, ils disent la même chose. Donc là le glue pareil, ça permet, c'est une sorte de compresseur aussi avec le threshold un peu plus travaillé. Je vous cache pas que j'ai mis de base le preset catch peak pour un peu baisser les hautes fréquences et aussi les pics sonores, et du coup un peu je l'ai retravaillé à l'oreille à mon goût. C'est surtout aussi c'est super subjectif quand vous faites un mixage et un mastering, c'est surtout par rapport à vos goûts. Et là derrière on vient cut les basses fréquences à 10 Hz et au-dessous de 17 kg
enfin oui 17 kHz, les hautes fréquences, et on va essayer du coup de comparer les deux. Bon, voilà, l'enregistrer. Et on va prendre la comparaison entre l'ancien morceau et le nouveau morceau. Alors, on se met le drop. J'avais pas vraiment écouté les deux, c'est vrai que j'avais écouté séparément les deux, mais là en écoutant les deux, le résultat entre les deux est ouf. En fait, entre les deux, il y a vraiment une différence, où sur la première on a vraiment quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus enfermé, plus emprisonné, c'est-à-dire que vraiment ligoté, je sais pas comment expliquer cet effet, mais vraiment comme si quelque chose était, comme si c'était dans une sorte de boîte en fait, c'était pas assez aéré, et la deuxième est vraiment beaucoup plus ouverte, et c'est ça qui est juste impressionnant, c'est juste l'évolution entre les deux. Voilà, en fait, le premier il est vraiment beaucoup plus centré vers le milieu en mono. Et du coup, bah, on a l'impression qu'il peut pas s'exprimer, il se retient. Et le deuxième, vraiment, il prend l'espace et il s'exprime beaucoup plus largement. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est juste la différence entre les deux. Et pourtant, y a pas vraiment, enfin, la mélodie n'a pas changé, j'ai pas changé les leads, j'ai juste retravaillé le mix, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus propre, j'ai travaillé les fréquences, et en fait, c'est juste cette différence-là qui permet de donner une autre vision, une autre clarté à la musique, et ça donne quelque chose de ouf. Ça manque peut-être un peu de basse, ça je pense que c'est clair, mais au final ça donne vraiment une autre version, et on n'a pas changé non plus l'image de la production, de la prod, on a juste vraiment changé le mix, et ça qui est hyper important. Bon, du coup je pense que j'ai fait un peu le tour j'ai un peu présenté comment j'ai pu mixer, comment j'ai pu incorporer les effets, que ce soit les EQ, que ce soit le Camel Crusher, que ce soit la reverb. Je vois on est déjà à 40 minutes de vidéo, c'est énorme. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me demander. Là c'était vraiment le but de comparer la première version de Prestigious et la deuxième version de Prestigious. Je pourrais parler un peu de comment j'ai créé les mélodies, parler un peu plus du coup de la mélodie en soi, de la construction, de la production. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi du coup cette petite vidéo comparative entre la première version et la seconde version de Prestigious. Ça a été très laborieux. C'est la première fois que j'essaie de présenter un peu ce que je fais. J'ai jamais vraiment parlé face caméra comme ça de ce que je faisais, ou même à d'autres personnes de comment je faisais mes sons. N'hésitez pas à vous abonner à Redance, à vous abonner à Redance Studio pour justement être tenu à informé de toutes les prochaines vidéos et musiques qui vont sortir. Le mois de janvier a plutôt bien commencé pour Redance, on a refait un logo, on prépare des t-shirts, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @Redance pour justement suivre ça. On a des t-shirts qui sont en préparation, donc voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me suivre sur Redance, on fait des petits sondages de temps en temps, et d'autres vidéos vont ressortir. Par exemple, je pense que je pourrais parler de Jolo aussi, que j'ai sorti il y a 3 semaines. Pour le mois de février, je pense qu'on va sortir aussi 2 prods. En tout cas, merci. N'hésitez pas à me suivre à Redance partout sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut à toutes et à toutes. C'était Redance pour vous présenter Prestigious 3 ans avant et 3 ans après.